Plusieurs échantillons ont été prélevés ce jour sur la route de 25 km reliant Madiro à l'aéroport Fassane de Nosibé afin de tester sa durabilité. Une délégation conduite par le président de la République, Andry Rajoelina, accompagnée du ministre des Travaux publics, de la représentante de la Banque mondiale, des responsables du PIC et de la société Sinohydro ont effectué ce carottage. Une construction pérenne pour les générations à venir, c'est l'objectif de l'État malagasy en mettant en œuvre toutes ces infrastructures, raison pour laquelle le président de la République est très strict quant au respect des normes et de la qualité. La route de Madiro à l'aéroport Fassane de Nosibé qui a également une grande importance pour le tourisme dans cette localité. Le résultat des carottages de ce jour montre la qualité de cette route. En effet, les échantillons prélevés ont donné une épaisseur de 6 à 8 cm. Ainsi, la construction de la route de PK0 Elville menant à Andilan et la deuxième phase de ce projet vont débuter, a annoncé le président ce jour. Durant sa tournée dans la ville de Nosibé, le président de la République y a rencontré la population vendredi à travers un meeting au stade d'Ambudvonu. Le président Andry Rajoelina a réitéré devant la foule que le projet de développement se fera et s'achèvera avec succès dans cette localité. À cet effet, divers projets ont été déjà définis pour le district de Nosibé. Certains ayant pris du retard dans leur réalisation, le président de la République a émis des consignes claires pour accélérer les travaux. Il a également renforcé qu'il s'agit de développement pour le bien commun, donc il faudra se donner la main et s'entraider. Les critiques ne doivent pas empêcher d'avancer pour la concrétisation des VLRAN. Le domaine de la santé ainsi que la construction des routes et des infrastructures sportives, tels sont les secteurs pour lesquels la République populaire de Chine apporte son appui à Madagascar. La Chine maintient également sa coopération militaire avec Madagascar, notamment à travers l'octroi de stages et de formations pour des militaires malagasy. Cette année, les deux pays célèbrent leurs 50 ans de relations diplomatiques. Ce jour, la Chine a réitéré sa volonté de soutenir le développement à Madagascar. Il s'agit des amis malagasy de tous les milieux, des ressortissants et d'institutions chinoises, d'entreprises des deux pays ou des participants à des échanges culturels. Ils sont tous des acteurs, des témoins et des promoteurs de l'amitié sino-malagasy et de la coopération mutuellement bénéfique. Ils ont à leur manière renforcé la compréhension mutuelle, l'entente et les liens entre les deux peuples. Rapprocher les deux pays et fournir un flux constant de nutrition pour nourrir l'arbre de la coopération sino-malagasy qui voit ses racines s'approfondir, ses fleurs s'embellir et ses fruits prospérer. Les relations Chine-Madagascar se sont développées de manière régulière et ont été également fructueuses, d'après le ministre des Affaires étrangères par intérim, le général Rakutnirina Richard. Madagascar est toujours prêt à travailler avec la Chine, a-t-il ajouté. À l'occasion de la célébration du 50e anniversaire des liens diplomatiques entre la Chine et Madagascar, des événements culturels et sportifs ont eu lieu ce jour à l'hôtel de ville à Nalakil. L'objectif de 22% mis en place par la CENI a été atteint durant les 5 jours de la tenue de la refonte totale de la liste électorale et du registre des électeurs à Antsirabe grâce à la stratégie d'approche de la CENI, d'après les explications du premier responsable. Les efforts se poursuivent pour la sensibilisation des citoyens. Une délégation de la CENI menée par son président est descendue à Antsirabe vendredi dernier pour rencontrer les autorités au sein des collectivités territoriales. Il a été discuté durant cette visite la refonte totale de la liste électorale et du registre national des électeurs. Le débat a été libre. Le président de la CENI a affirmé que bon nombre de stratégies ont été mises en place pour introduire tous les citoyens qui ont le droit de voter à s'inscrire dans la liste électorale. Le président de la CENI a rappelé que l'objectif a été atteint durant cette mobilisation de 5 jours pour la refonte totale de la liste électorale. Pour la région Vakna-Karach, le taux des électeurs inscrits a atteint les 23,43% actuellement. Les agents de la CENI effectuent des porte-à-porte avec les agents recenseurs dans tous les quartiers d'Antsirabe.
Après de longs mois de préparation et un premier atelier de validation début octobre, les dispositifs de mise en œuvre et de pilotage de la digitalisation de tous les ministères ont été finalisés ce vendredi. L'importance de la continuité de l'État dans les projets digitaux, l'importance du capital humain et la technopédagogie qui consistera à former la main-d'œuvre nécessaire pour avoir le maximum de compétences numériques disponibles sur le marché, mais également la nécessité de mettre à jour les lois en vigueur pour pouvoir suivre les évolutions technologiques. Telles ont été soulignées durant cet atelier de finalisation du plan stratégique numérique organisé par le ministère du Développement numérique, de la digitalisation, poste et des télécommunications. Les 3 défis de ce plan stratégique du numérique sont la lutte anticorruption, la modernisation de l'État et le désenclavement, ajoute le secrétaire général du ministère, Angie Rassouanev. Il intègre par conséquent l'écosystème numérique du pays qui prend en considération 3 dimensions qui sont le cadre réglementaire et législatif, le capital humain et enfin les infrastructures et services. La prochaine étape sera la rédaction du document final qui sera soumis en conseil de gouvernement et en conseil de ministres pour sa mise en œuvre, d'après toujours ses explications. Le monde de la culture malgache est en deuil. Bézara Ernest, connu sous le nom de Dédé, a rendu l'âme ce matin vers 4 heures à l'âge de 71 ans. Le diabète serait à l'origine de son décès d'après les informations. Dédé était un auteur-compositeur et musicien. Il est né le 25 juillet 1951 et natif d'Anivra Nord. C'était un artiste complet, reconnu que ce soit dans le pays qu'international, qui avait connu ses heures de gloire dans les années 70, 80 et 90. Parmi ses titres les plus connus, Sami Mamisavis, Joplan, Tsekbe, Malaklak, Jenny, qui lui avait valu un trophée international. Dédé savait déjà collaborer avec de nombreux artistes, Soul Anjena Soul, Francisco, Sil de Vavaten, Mamikel Ntsesos, Fanjam, entre autres. Inondation historique au Pakistan. Canicule à répétition en Europe. Sécheresse, ouragan, incendie. Les effets bien tangibles du dérèglement climatique vont-ils permettre d'accélérer la lutte pour la sauvegarde du climat? Une question de survie pour le secrétaire général de l'ONU qui appelle les 200 pays réunis à Sharm el-Sheikh à ne plus attendre pour agir. La COP27 doit être l'endroit où reconstruire la confiance et rétablir l'ambition nécessaire pour éviter de faire basculer notre planète dans un précipice climatique. Une formule choc alors que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Au lieu de baisser de 45% d'ici 2030, comme le prévoit l'accord de Paris signé en 2015, celles-ci sont en passe d'augmenter de 10%. Aucune chance à ce rythme de limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ceux qui en paient le prix fort, ce sont les pays du Sud, pourtant les moins pollueurs de la planète. Alors qu'elle pèse moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique est en première ligne du réchauffement. Sécheresse meurtrière dans la Corne de l'Afrique, inondations historiques au Nigeria et au Tchad. Au total, 19 pays d'Afrique de l'Ouest sont concernés par les catastrophes climatiques. Le ressentiment des pays les plus pauvres sera donc au cœur de la COP27. Au centre des débats, la question du dédommagement financier des pays les plus touchés.
Ce que nous attendons de la conférence de Sharm el-Sheikh, c'est de convenir d'un nouveau mécanisme de financement pour faire face aux pertes et aux dommages. Cela signifie que les personnes qui font face aux impacts du changement climatique doivent obtenir le soutien des autres pays, parce que l'aide apportée n'est pas suffisante. À Paris en 2015, les pays du Nord s'étaient déjà engagés à verser 100 milliards de dollars par an dès 2020 aux pays du Sud pour leur permettre de faire face aux impacts du changement climatique. Une promesse non tenue. Vous êtes prêts pour la victoire mardi ? Ancien officier de police et élu local, Yesli Vega est aujourd'hui la candidate républicaine au siège de député du 7e district de Virginie. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai assez de ce gouvernement qui chaque jour prend de l'ampleur, me dit comment dépenser mon argent, comment mener ma vie et comment élever mes enfants. La jeune femme de 37 ans, d'origine latino-américaine, a fait campagne sur les grands thèmes conservateurs. Immigration, hausse du crime et inflation, autant de sujets chers à l'électorat républicain. Nous avons besoin de changements à Washington. Le pays n'avance pas dans la bonne direction. Nous sommes très inquiets de la situation à la frontière. De tous les clandestins, il y en a plus de 5 millions. Les lois sur les armes sont fondamentales. Si vous supprimez les pistolets, le crime augmente. Avec l'inflation, nous avons perdu en pouvoir d'achat. Il faut faire quelque chose. Mais le gouvernement ne fait rien. C'est pour ça que nous avons besoin de gens comme Vega. Soutenu publiquement par Donald Trump il y a quelques jours, Yesli Vega peut aussi compter sur l'appui du gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin. Mobilisé pour faire triompher la fameuse vague rouge qu'espèrent les républicains. Yesli Vega va bientôt surfer sur cette vague rouge, directement vers Washington. Les Américains vont se mobiliser entre aujourd'hui et mardi. Et j'ai la conviction que nous aurons une solide majorité républicaine à la Chambre et au Sénat. Mais aussi que nous allons voir des gouverneurs républicains être élus. Lors de ce scrutin, Yesli Vega affronte la députée sortante Abigail Spanberger, une démocrate. Les derniers sondages donnent les deux femmes à égalité. Le siège qu'elles se disputent pourrait bien déterminer quel parti contrôlera la Chambre des représentants. Dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, Joe Biden et Barack Obama viennent soutenir les candidats démocrates dans l'État clé de Pennsylvanie. L'actuel et l'ancien locataire de la Maison-Blanche unis dans un contexte économique et social compliqué, alors que l'inflation et les taux d'intérêt restent à un niveau très élevé. La seule façon d'équilibrer notre économie, de rendre notre démocratie plus forte, c'est de nous battre pour elle. Vous ne pouvez pas tout tenir pour acquis. Et ça commence par élire des gens qui vous connaissent, qui vous voient, qui se soucient de vous, qui vous regardent dans les yeux et qui savent ce que c'est de lutter. Un ancien président qui demande aux citoyens de protéger la démocratie face à leur adversaire, ancien président lui aussi. Donald Trump appelle à une vague géante en faveur des républicains pour sauver le rêve américain. Notre pays est en train d'être détruit. Biden et les fous d'extrême gauche font la guerre à l'énergie, écrasant la Pennsylvanie, ses emplois, détruisant les communautés, étranglant les familles avec des prix qui grimpent en flèche. Et vous n'avez jamais vu ça auparavant. 48 heures avant le scrutin, démocrates et républicains mettent les bouchées doubles. Selon les spécialistes, les résultats auront, quoi qu'il arrive, un impact sur la politique américaine pour les 2 années à venir. Des drones iraniens utilisés dans le conflit ukrainien par la Russie, les accusations proférées par Kiev se confirment. Si Téhéran dément avoir livré des armes à Moscou depuis le début du conflit, le ministre iranien des Affaires étrangères a, lui, apporté une précision. Concernant cette histoire qui a été lancée par les pays occidentaux selon laquelle la République islamique d'Iran a fourni à la Russie des missiles et des drones pour aider à la guerre en Ukraine, la partie des missiles est entièrement fausse. Celle concernant les drones est correcte. Nous avons fourni à la Russie un nombre limité de drones plusieurs mois avant la guerre en Ukraine. Bien sûr, s'il est prouvé que la Russie a utilisé des drones iraniens en Ukraine, nous ne resterons pas indifférents. Selon Kiev, 400 drones iraniens ont déjà été utilisés contre la population ukrainienne
et Moscou en aurait commandé près de 2000. Les Shahed 136 sont des drones kamikazes dont le faible coût incite à une utilisation à grande échelle. En représailles, Volodymyr Zelensky a décidé de limiter ses relations diplomatiques avec l'Iran. Nous abattons au moins 10 drones iraniens chaque jour. Et le régime iranien prétend qu'il en aurait donné peu, avant même le début de l'invasion à grande échelle. Alors que rien qu'hier, 11 Shahed ont été détruits. Nous savons avec certitude que des instructeurs iraniens ont appris aux terroristes russes à utiliser des drones. Et Téhéran garde le silence à ce sujet. Le mois dernier, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont sanctionné 3 généraux iraniens, ainsi qu'une entreprise d'armement du pays.